ouvrir cette deuxième table ronde. Donc cette table ronde, elle est consacrée aux technologies numériques et au processus de déconsolidation, reconsolidation démocratique. Euh, Dans le colloque, finalement, la question qu'on a voulu se poser, c'est dans quelle mesure ces évolutions des technologies numériques participent de ces processus. Et peut-être plus précisément, en regardant voilà, ce que un précédent intervenant a nommé un sous-système du système démocratique qui serait celui de la participation et plus spécifiquement de la participation à un espace public de plus en plus numérisé. Et donc on a pour cette table ronde donc qui a été co-organisée par l'Axe 6 avec Stéphanie Vautier qui est dans la salle et Fabricio Livigny. On a décidé donc de prendre ce sujet par trois angles différents en s'intéressant d'une part à un exposé, un premier exposé qui va nous décrire ces évolutions des technologies numériques et leurs effets, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, c'est plutôt une approche macro qui emprunte aux sciences sociales computationnelles, pour le dire vite, mais c'est inexact en l'occurrence, puisque c'est à la frontière des mathématiques, des sciences cognitives et aussi des sciences sociales. Et c'est David Chavalarias de l'Institut des systèmes complexes qui va nous décrire la manière dont cette offre des réseaux sociaux a évolué ces dernières années. On a pu la décrire de manière ambivalente. Ces effets ne sont pas tous simples, mais il nous exposera ces résultats. Et puis, on va aussi s'intéresser aux questions de réception et à la manière dont la désinformation ou des informations approximatives ou ce qu'on peut appeler des fake news peut être reçue et partagée. Et c'est Manon Berich du Media Lab qui viendra nous parler de ce travail. Alors, Manon Berich alors je suis peut-être un peu plus long pour la présenter parce que par ailleurs, elle travaille sur les effets de l'IA et notamment des grands modèles de langage, des LLM, sur la délibération au sens plus formel du terme. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va la solliciter aujourd'hui. Mais si vous avez envie de lui parler de ça, vous pourrez le faire par ailleurs. Et donc, on aura une deuxième intervention qui portera sur ce sujet avec là un angle disciplinaire différent, plutôt une sociologie pragmatique et interactionniste, mais Manon nous en dira plus sur ces résultats. Et enfin, une troisième intervention de Francesca Musiani, directrice du Centre Internet et Société, et qui parlera des questions de gouvernance, c'est-à-dire la manière dont ces espaces publics numériques éventuellement déformés du point de vue de la discussion démocratique, dans quelle mesure ils peuvent être l'objet de formes de régulation, de modération, et en nous proposant un angle qui est peut-être, qui est en tout cas original dans la mesure où il se décale assez nettement des travaux qui portent sur des travaux sur la régulation et sur les interventions humaines de modération, qui sont des interventions évidemment importantes pour organiser la discussion publique dans ces espaces numériques, mais elle nous proposera un point de vue qui passe par les infrastructures, donc dans une perspective qui est celle des STS, où c'est la matérialité des infrastructures qu'elle ausculte, qu'elle examine, en nous proposant de décrire ces effets éventuellement de blocage, de censure. Alors là aussi, il faudra reparcourir les régions du monde qui nous ont été présentées tout à l'heure, en distinguant des régions et des régimes autoritaires jusqu'aux démocraties
libérale avec des effets de cette gouvernance différents. Je termine cette courte présentation en disant que l'Axe 6 plateforme numérique présente et anime un séminaire qui porte sur les questions de démocratie numérique, et qu'il y a un certain nombre de travaux qui sont évidemment très intéressants, qui ne seront abordés que de manière connexe dans notre présente discussion. Je pense par exemple à un séminaire qu'on a co-organisé avec l'Axe économie et travail du GIS, et qui portait sur le digital labor, les nouvelles inégalités, avec Paola Tubaro. On voit bien c'est l'importance de ces questions, mais aussi les interventions de Broca à propos, là aussi, de questions de matérialité du numérique, avec les questions d'extractivisme du Sud global et la manière dont ces mutations du capitalisme numérique nourrissent des formes de captation de la valeur, du travail humain invisibilisé, mais aussi des ressources matérielles. Et c'est évidemment un des aspects très importants de cette discussion, mais que nous laisserons dans ces premières interventions dans l'ombre. Il a été aussi question, mais là nous en parlerons tout à l'heure, de l'émergence et de la progression de l'extrême droite en ligne, et de la radicalisation des discours, une séance qui a été co-organisée, organisée et animée par Stéphanie, et qui est tout à fait aussi importante pour comprendre ce qui est en train de se passer. On a eu une autre séance, et je vais en finir, je ne vais pas vous dire toutes les séances, mais pour vous dire quand même le caractère très multidimensionnel de ces questions-là, sur les savoirs en ligne et sur les transformations du statut de l'expertise dans les espaces numériques. Un très beau travail accompli au Media Lab par Émeric Luneau et Jean-Philippe Cointet, et Manon Bérich d'ailleurs y a participé, qui est tout à fait passionnant. Mais là aussi, dans les 2 journées qui nous occupent, nous aurons l'occasion de revenir sur le statut des savoirs, le statut de la recherche, donc transformé aussi par ces espaces publics numériques. Mais pour commencer tout de suite, je vais donner la parole à David Chavalarias, donc directeur de l'Institut des systèmes complexes, pour un premier exposé. Bonjour, merci beaucoup, merci pour cette introduction et pour cette invitation. Je vais présenter quelques approches et résultats qui ont attrait au thème d'aujourd'hui. Vous verrez, c'est assez différent, mais il y a quand même beaucoup de recoupements avec ce qui a été dit ce matin. Donc, je suis dans un centre où on travaille beaucoup sur la question de l'impact du numérique sur les dynamiques d'opinion, et donc du coup aussi sur la démocratie, puisque au cœur de la démocratie, il y a la question de la formation des opinions et des élections. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment on peut aborder les choses de notre côté. Alors, déjà, la première chose, c'est de constater la profonde transformation de la manière dont l'information circule et dont les opinions se forment ces 20 dernières années. Ici, vous avez l'évolution depuis 2013, des réponses à une enquête qui est faite par Reuters tous les ans. Et une des questions de cette enquête, c'est quels sont les réseaux sociaux, enfin, quels sont les médias qui sont votre principale source d'information dans la dernière semaine. Et là, vous voyez... là, c'est un focus sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez pays par pays la proportion de personnes qui disent que les réseaux sociaux sont leur principale source d'information la semaine dernière. Et vous voyez ici que en haut, on a les États-Unis et le Brésil, qui sont les 2 pays où il y a eu des prises d'institutions, comme le Capitole. Et la France est à 19%, mais ce qui est très important de remarquer, c'est la tendance, qui est une croissance régulière, et qui correspond aussi à un remplacement des populations, c'est-à-dire que les jeunes nativement ont plus tendance à s'informer sur les réseaux sociaux, et la France est au niveau des États-Unis à peu près de mi-2018. Alors,
On parlait ce matin de l'évolution des forces politiques, notamment en France, l'émergence de l'extrême droite et des blocs d'extrême droite. Ça, c'est quelque chose que, par exemple, on peut observer directement sur les réseaux sociaux. On a un observatoire qui s'appelle Politoscope, qu'on a développé à l'Institut des systèmes complexes, qui, pendant plusieurs années, de 2016 jusqu'à 2023, a observé les dynamiques de mobilisation politique sur Twitter, qui maintenant s'appelle X. Et ça nous a permis de faire ce genre de carte et de montrer en fait comment les groupes de militantisme politique prenaient de l'espace sur cet espace numérique et s'articulaient. Et ici, vous avez l'évolution entre deux périodes, 2016 à 2022. Alors très rapidement, qu'est-ce que l'on voit sur cette carte-là? Les petits filaments, ce sont les liens de partage de tweets, donc c'est la circulation d'informations. Les points ici qui sont petits, vous ne les voyez pas, mais vous voyez certains labels de points, ce sont les comptes sur X Twitter. Et ensuite, avec des traitements informatiques et de visualisation, on peut situer ces points, les coloriser en fonction de leurs orientations politiques. Donc ici, vous avez le rouge à gauche, enfin la gauche en rouge et la droite en bleu. Et puis, plus c'est foncé, plus c'est à l'extrême du spectre politique. Et on voit ici l'évolution du paysage politique entre 2016 et 2022. En 2016, on reconstituait à peu près un paysage politique qui rassemblait un peu à l'idée qu'on pouvait se faire de l'Assemblée nationale, en allant de LFI jusqu'au Rassemblement national, en passant par les deux grands partis de centre dont on parlait tout à l'heure. En 2022, le paysage a complètement changé. Les grands partis modérés, on va dire, PS et LR, se sont complètement réduits. Ils sont aussi effondrés dans les urnes. On a le parti de Macron qui a émergé en haut, qui est en rose. Mais surtout, on a un gros bloc en bas, avec à droite donc un gros bloc extrême droite composé de 3 formations, Reconquête, RN, et une sorte des chambres d'écho numérique autour de Florian Philippot, l'ex numéro 2 du RN, et à gauche, LFI. Et on voit une espèce de continuum entre LFI et ce bloc extrême droite, qui n'est pas un continuum idéologique, puisqu'ils sont assez éloignés idéologiques, mais quand même avec un groupe qui est ce groupe ici, là, qu'on voit là, qui est en gros la montée d'une chambre d'écho numérique très anti-système. Donc on parlait tout à l'heure de la question anti-système. Donc là, on a vu cette composante anti-système émerger sur des réseaux comme X Twitter et en fait influencer ce paysage, notamment en favorisant la circulation de narratifs ou de modes d'action entre les deux extrêmes du spectre politique. Donc ça, c'est juste pour vous montrer comment on peut quantifier l'évolution d'un paysage politique et donc la montée de cette extrême droite, notamment en France. Et maintenant, on va se poser la question du rôle possible des réseaux sociaux là-dedans. Alors, c'est quelque chose que j'ai développé dans ce livre-là. Mais juste pour vous donner un petit idée, d'un des phénomènes, c'est le rôle des algorithmes de recommandation. Donc la plupart de l'information qui est consommée sur ces réseaux sociaux l'est à travers le fil d'actualité des plateformes. Alors il faut savoir que la pénétration des réseaux sociaux, là tout à l'heure c'était 20% en France qui s'informent prioritairement pour l'actualité sur les réseaux sociaux, mais la pénétration, c'est-à-dire que les personnes qui sont exposées aux réseaux sociaux, c'est de l'ordre de 60 à 70% en France. Hein. C'est tout à fait énorme, alors que c'était inexistant il y a 20 ans. Et cette consommation se fait essentiellement donc, sur le fil d'actualité. Et ce qu'il faut savoir, c'est se rendre compte, c'est que chacun sur ces réseaux sociaux a plusieurs centaines d'amis en moyenne, hein, c'est une moyenne. Cette information est consultée sur ce fil d'actualité. Et évidemment, vous ne pouvez pas lire tout ce que produisent ces centaines d'amis. Donc, seule une toute petite partie de ce que produit votre environnement social est effectivement consulté et lu. Et donc, pour avoir une idée de comment cela se passe, Paul Bouchot, qui est à l'Institut des systèmes complexes, qui a fait sa thèse aussi là-bas, a fait une analyse du fil d'actualité de X Twitter avec un dispositif assez ingénieux. Et il a pu comme ça mesurer que, en gros, sur un fil d'actualité comme X Twitter, vous avez un tiers de contenu qui n'est pas demandé, donc ça vous est apporté sans que vous le demandiez, et 2 tiers de contenu qui provient des comptes auxquels vous vous êtes abonné, mais ces 2 tiers ne vous permettent de lire que 3% de ce qui est produit par vos abonnements, ce qui est assez vraiment faible. Et donc toute la question, c'est comment moduler et sélectionner ces 3%. Et ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas tout à fait au hasard, et qu'en fait, la mécanique des algorithmes de recommandation, qui en fait sont des outils actifs, hein, les plateformes sont actives, elles observent vos comportements et en fonction de ça, elle va vous servir de l'information.
eh bien, ces filtres actifs ne sont pas du tout neutres. Ce que l'on a pu montrer, c'est que, par exemple, il y a une amplification des contenus dits toxiques, c'est-à-dire attaques personnelles, injures, obscénités, dans le fil d'actualité de X Twitter. Et donc, ça veut dire que ce que vous voyez de votre environnement social, donc la partie abonnement, n'est pas une sélection neutre, mais une sélection avec une suramplification de messages toxiques. Alors, on peut montrer, je ne le détaille pas là, mais on peut vraiment montrer par la modélisation que ça, c'est une conséquence du fait que les plateformes ont comme métrique principale pour sélectionner ces messages l'engagement, c'est-à-dire qu'en fait, elles cherchent à vous montrer des messages qui auront le plus de probabilité de susciter un partage, un like, un commentaire. Et cette métrique-là, eh bien, elle a été développée par Facebook en 2018 et ensuite tous les autres réseaux sociaux ont suivi. C'est-à-dire qu'à partir de 2018, la mécanique informationnelle sur ces réseaux sociaux, je rappelle quand même Facebook c'est 3 milliards d'utilisateurs, Instagram c'est 2 milliards, TikTok c'est plus d'1 milliard, donc c'est des mastodons. À partir de 2018, ils ont tous quasiment changé leur métrique en disant maintenant on optimise l'engagement. Ce qui se passe, et ça c'est un des résultats d'une fuite de données de Facebook, donc on a pu voir, c'est Frances Haugen, cette lanceuse d'alerte qui a apporté ces fichiers-là, c'est qu'à l'époque quand Facebook a changé sa métrique, donc qui est passé pour favoriser l'engagement, Facebook a fait des audits internes pour voir les conséquences sur la circulation d'informations, sur son chiffre d'affaires, et ils ont observé deux choses. La première, c'était que l'hostilité avait augmenté sur la plateforme, et la deuxième, c'était que leurs gains avaient aussi augmenté. Et donc, ils ont validé cette modification. Et suite à ça, en fait, tout l'écosystème informationnel des réseaux sociaux a basculé vers cette métrique de maximisation d'engagement. Or, déjà à l'époque, les acteurs qui avaient subi ça avaient commencé à s'en plaindre. Ici, vous avez un extrait, donc pareil, qu'on a trouvé dans ces fuites de documents. Donc, par exemple, un parti modéré avait indiqué que suite à cette modification du fil d'actualité, ils avaient dû changer leur manière de s'exprimer. Avant, ils faisaient en gros 50% de sensationnel et 50% d'informationnel et de neutre. Après, ils étaient obligés de passer à 20%, 80% parce que sinon, ils étaient invisibilisés. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand un mastodon comme ça change sa manière de mettre en avant des contenus, qui en fait sont en ligne, mais qui impactent aussi la manière dont, par exemple, les unes de journaux vont circuler, la manière dont les extraits de vidéos à l'Assemblée vont circuler, eh bien, ça impacte toute la chaîne de circulation d'informations, les comportements des journalistes, les comportements des politiques. Et donc, quand on voit le déclin démocratique à partir de 2018, évidemment, ce n'est pas la seule cause, mais une des causes, probablement, c'est que, en fait, on a complètement dévié l'espace informationnel vers des attitudes qui sont contraires en fait au débat public et qui sont vers en gros l'hostilité entre les factions politiques. Alors une des conséquences notamment, c'est que ça va affaiblir certaines de nos institutions et notamment la question du mode de scrutin. J'en suis convaincu, la démocratie est malade de son mode de scrutin pour la raison suivante, c'est que bon, déjà, il y a les défauts qu'on connaît, par exemple le vote utile, qui a déjà posé quelques problèmes, notamment en 2002 et puis en 2017. Mais surtout, quand vous avez un écosystème informationnel qui bascule vers en gros des interactions de plus en plus hostiles, ça influence les campagnes politiques vers des campagnes négatives plutôt que des campagnes positives. C'est-à-dire qu'on va plutôt attaquer son adversaire plutôt qu'essayer de valoriser ses compétences et ses idées. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous commencez à avoir des factions politiques qui vont être confrontées de manière de plus en plus violente et on va dire sur des plans à essayer de diaboliser de plus en plus l'adversaire pendant le premier tour. Après, à l'issue du premier tour, vous avez deux candidats qui ont chacun en gros autour de 20% des voix et donc 60% des électeurs, pour ceux qui sont allés voter, qui ont des candidats qu'ils ont honnis pendant la première partie de la campagne. Et donc la question d'après, c'est comment je vais choisir entre deux candidats dont on m'a dit que qu'ils étaient à fuir, qu'ils étaient horribles, etc. Et donc en fait, on va choisir pour la question, ça va être comment je choisis le moins pire des candidats. Et manipuler la perception du moins pire sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est assez facile. Je ne peux pas le détailler là, mais
on a repéré des campagnes, par exemple de mèmes, de vidéos, d'images un peu satiriques, qui, dans les derniers moments d'une campagne électorale, vont essayer de changer la perception ou l'idée qu'on se fait d'un candidat, pas tellement sur des faits, mais plutôt sur des sentiments. Hein, on va dire, bon, celui-là, il va pas faire l'affaire, ou c'est un riche banquier, donc jamais il s'intéressera au peuple. On va inonder, il y a des opérations un peu au coup de poing qui vont comme ça inonder et essayer de moduler la perception du moins pire. Et donc, on peut tout à fait avoir un cas de figure où un candidat qui est passé avec 20% de soutien au premier tour, mais qui a par exemple 60 ou 70% de rejet dans la population globale, finit quand même par passer au deuxième tour, tout simplement parce qu'il est perçu comme moins pire que son opposant au deuxième tour. Donc ça, c'est un problème de notre mode de scrutin actuel, uninominal à deux tours, mais qui est amplifié par le fait qu'on a des réseaux sociaux qui vont aller vers le côté conflictuel du débat. Alors, une des solutions que je mentionne rapidement pour en discuter en débat, c'est qu'il y a des modes de scrutin alternatifs, comme par exemple le jugement majoritaire, qui ont l'avantage d'être, sur le plan mathématique, moins manipulables et en plus de prendre en compte non seulement les approbations pour les candidats, mais aussi le rejet pour les candidats. C'est-à-dire que chaque électeur s'exprime sur chacun des candidats et peut exprimer autant une approbation qu'un rejet. Et du coup, les candidats qui ont 20 ou 30% de socle, mais 70% de rejet, se retrouvent en bas du classement et ne peuvent pas passer. Alors, j'aimerais aborder juste un autre point, mais je ne sais pas combien de temps il me reste, si tu peux me dire. Ouais, d'accord. Bon, alors très rapidement. Donc ça, c'est là, c'est très rapide. C'est des éléments hein, pour la discussion d'après. Je ne peux pas rentrer tellement dans les détails, mais en tout cas, cette première partie, c'était pour vous expliquer que l'infrastructure des réseaux sociaux telle qu'elle est déployée actuellement et telle qu'elle s'est déployée donc sur ces 20 dernières années a vraiment changé le paysage informationnel, pousser les débats publics vers la conflictualité et qu'il y a certains points qui sont vulnérables, comme les institutions. Et pour l'instant, j'ai parlé uniquement du modèle économique des plateformes, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'intentionnalité de déstabiliser les démocraties, c'est juste que par leur modèle économique, elles entraînent ces effets collatéraux. Maintenant, je veux attirer votre attention sur le fait que, par ailleurs, il y a des acteurs qui ont bien compris qu'ils pouvaient essayer de porter atteinte à la démocratie, notamment via ces réseaux sociaux. Je vais en mentionner deux. Le premier, c'est la Russie de Vladimir Poutine et le Kremlin et aussi l'ex-Union soviétique. Je vous montre juste ça. C'est tiré d'un livre d'un ex-agent du KGB qui est passé à l'Ouest dans les années 80 et qui met dans son livre, qui expliquait la doctrine de l'Union soviétique à l'époque. Alors, il expliquait qu'à l'époque, il concevait l'oscillation entre des sociétés ouvertes et fermées, ou l'autoritarisme et la démocratie, qu'on a vu tout à l'heure, comme une oscillation un peu naturelle sur des échelles de temps assez importantes, et que le passage d'une société ouverte à une société fermée passait plusieurs étapes, dont lui-même dit que ce n'est pas scientifique, mais c'est en gros un peu empirique. Société ouverte, aspiration à l'égalité, montée des attentes, décalage entre les aspirations et la réalité, mécontentement, baisse de productivité, récession, ensuite protestation sociale, instabilité, montée de la radicalisation, lutte de pouvoir et remplacement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... et puis, ensuite, on va vers soit une guerre civile, soit une révolution en invasion, et ensuite, on passe à une société fermée. Ce qu'il dit dans ce livre, c'est qu'en fait, dans la vision de l'Union soviétique, c'était que ça, c'est un cycle naturel. On passe d'une société ouverte à une société fermée sur des temps plus ou moins longs. Ils disent que vous ne voyez pas, c'est que nous, Union soviétique, nous, on s'intéresse à créer une deuxième chaîne à côté, c'est-à-dire d'accélérer en fait cette évolution. Et comme ce sont des pays qui ont des temps, qui voient sur le temps long, ils donnaient des échelles de temps. Donc ils disent, la première étape, c'est faire de la démoralisation. Donc ça, c'est sur 15-20 ans. Ensuite, on fait de la déstabilisation sur 2-5 ans. Ensuite, on provoque des crises. Et ensuite, on va vers la normalisation. Et il expliquait, le processus à court terme de subversion de personnalité des pays étrangers devait être combiné à un processus à long terme et plus efficace et irréversible, consistant à modifier la perception de la réalité dans l'esprit de millions d'électeurs dans les sociétés pluralistes. Donc on a cette idée de moduler la perception de la réalité de manière à ce que,
en gros, les opinions se forment de manière différente et que du coup, après, ça se traduise dans les urnes par l'élection de personnalités qui sont favorables à l'époque, donc l'Union soviétique. En fait, cette doctrine-là, elle est toujours à l'œuvre. Par exemple, en 2021 sont sortis les Kremlin Papers, donc ça c'est le Guardian qui a sorti ça, c'est le compte-rendu d'une réunion de Vladimir Poutine début 2016 avec ses généraux, donc 11 mois avant l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et dans cette fuite de documents, il y avait écrit que effectivement l'objectif, à tout prix, c'était de provoquer l'apparition d'une crise sociopolitique aux États-Unis en faisant de la modulation du débat politico-sociétal, et notamment, donc évidemment, via les réseaux sociaux, qui sont le nouveau terrain de guerre hybride. Et une des conclusions de ce compte-rendu, c'était qu'il fallait absolument que Donald Trump soit élu parce que c'était la personnalité qui allait provoquer un régime le plus favorable en Russie. Alors on ne sait pas à quel point ce qui s'est passé procède de leur intervention ou juste d'une faillite de l'État américain, mais en tout cas, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et effectivement, ça a été à leur avantage, puisque quasiment toutes les mesures qui ont été prises sont en faveur de la Russie. Et pas plus loin que l'année dernière, Dimitri Medvedev a dit sur sa chaîne Telegram que la tâche donc, des services du Kremlin consistait à favoriser les partis anti-système en Europe de manière à ce qu'il y ait des changements de régime politique qui soient favorables à la Russie de Vladimir Poutine. Donc ça, c'est vraiment une doctrine affichée, c'est sur sa chaîne Telegram. Et donc, on est dans une situation de guerre hybride où ces réseaux sociaux sont utilisés pour cela. Et je prends juste une minute et je termine. Par ailleurs, maintenant, ce qui a changé depuis ces différents documents, c'est qu'évidemment, l'Amérique elle-même a basculé. Et là, ce qui est vraiment différent maintenant comme contexte, c'est que les réseaux sociaux, pour la plupart, appartiennent aux États-Unis. Et ils s'en servent, et ils vont s'en servir pour déstabiliser l'Europe. Alors, évidemment, on en parlera plus tard, peut-être, cette alliance entre technologie et politique qui a permis de faire ça. Mais juste, je rappelle que il y a eu plusieurs discours politiques de personnalités clés, Donald Trump, Vance, qui ont indiqué que maintenant l'Europe devait aussi s'aligner avec les nouvelles valeurs américaines. Donald Trump, au dernier discours des États-Unis, a dit que l'Europe était dans une situation suicidaire par rapport à sa politique énergétique et par rapport à sa politique migratoire, et que par ailleurs, ça c'est Marco Rubio qui l'a dit, que la sécurité des États-Unis passait aussi par le fait que l'Europe adopte des bonnes attitudes. Donc il faut s'attendre à ce que ces infrastructures numériques, les réseaux sociaux mais pas seulement, soient manipulées, soient utilisées à des fins géopolitiques par les États-Unis, en plus donc de ce qu'on a vu, c'est-à-dire les manipulations classiques par des régimes autoritaires comme la Russie. Mais il n'y a pas que la Russie évidemment qui intervient sur ces environnements. Voilà, je m'arrête là, on pourra discuter. C'était juste pour un peu jalonner des petits points de discussion pour la suite. Merci. Oui, l'idée, c'est de faire une première partie où on essaye d'établir un certain nombre de constats, de diagnostics. Et je vous invite, si vous n'avez pas lu ce livre, à lire Toxic Data, parce que ce que David Javalarias vient d'indiquer sur les processus de manipulation de l'espace public informationnel par des acteurs mal intentionnés, on va dire, sont documentés. C'est-à-dire qu'on voit bien entre 2017 et 2023 la déformation, par exemple, des communautés numériques sur Twitter. Et les comptes qui sont à l'origine d'une partie de cette déformation sont relativement bien identifiés. Donc c'est un travail aussi empirique via le politoscope qui est tout à fait impressionnant. Et donc, une autre remarque en passant, c'est que une des conséquences du fait que les régimes autoritaires deviennent de plus en plus fermés,
qui nous a été indiqué dans la première partie, c'est que précisément, ils se sont lancés très activement, semble-t-il, dans des formes d'agression hybride dont David Chavalarias vient de décrire les effets. Et donc, du coup, là, nous, on va basculer du côté des questions de réception, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a affaire à des réseaux sociaux qui, du fait de leur modèle d'affaires et du fait de ces stratégies d'un certain nombre d'acteurs, sont à l'origine d'un certain nombre d'informations pour le moins manipulées. Et bien sûr, les espaces publics numériques, ça n'est pas que ça, mais c'est aussi en partie ça. Donc c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ces réseaux sociaux, si on prend en tout cas Twitter et a fortiori semble-t-il dans son nouvel avatar X, ne sont pas faits pour servir les principes de l'autonomie politique et de la poursuite contradictoire du bien commun. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc la question, c'est la capacité qu'ont les acteurs, les citoyens à démêler le vrai du faux et à se dépêtrer de ça. Et c'est pour ça que Manon Verich, donc du Media Lab, va nous parler des résultats de ces travaux. Donc, je lui cède la parole. Bonjour à toutes et toutes. Je vous demande juste un petit instant pour qu'on règle un petit souci technique. Donc, je suis chercheuse postdoctorale au Media Lab de Sciences Po. J'ai soutenu une thèse l'année dernière en sociologie sur la réception et sur le partage de fake news. Et l'enjeu de ma présentation va être un petit peu, parce qu'on entend donc beaucoup parler de l'impact qu'a le numérique et qu'aurait des fausses informations sur la démocratie et la qualité du débat public. Donc je vais essayer en fait de prendre un petit peu de distance par rapport à la façon dont ce problème est cadré par la couverture médiatique et le discours public, en interprétant avec un œil critique et de façon fine les résultats de la littérature académique sur le sujet. En vous présentant donc déjà les résultats de la littérature académique sur le sujet et en questionnant, en fait, pour ne pas prendre pour argent comptant tous les résultats qui sont relayés par les médias, sans questionner en fait, les méthodologies qu'il y a derrière. Et puis, je vais essayer de vous présenter en peu de temps du coup, les principaux résultats de ma thèse, donc, qui reposent sur des enquêtes empiriques qui ont été menées sur les réseaux sociaux, avec donc pour objectif d'essayer de reformuler le problème des fake news en termes de troubles de l'information et de la communication. Alors, peut-être pour commencer, donc, l'idée, c'est déjà un petit peu de poser les termes. Donc, le mot fake news est vraiment apparu brutalement dans le débat public à la suite de l'élection de Donald Trump en 2016. C'est un mot qui était très peu utilisé jusqu'à présent dans les discours publics. Et donc, comme vous l'avez entendu, ça a été recommandé de ne pas l'utiliser par beaucoup d'acteurs, notamment en raison de son instrumentalisation par des personnalités politiques comme Donald Trump. Donc, je vais essayer de définir un petit peu ce qu'on entend par fake news et aussi pour prendre de la distance avec le terme qui pose beaucoup de problèmes à la fois dans le débat public, mais à la fois pour les chercheurs, en fait. Alors, l'idée, déjà, c'est de questionner pourquoi le terme a bénéficié d'un tel retentissement dans le débat public, alors que des mots existaient déjà, en fait, pour qualifier des problèmes de défaut de qualité de l'information. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans ma thèse, j'ai fait une sorte de comparaison, donc avec des termes qui sont souvent utilisés comme ceux de rumeur, de propagande, de théorie du complot, de désinformation aussi. Et ce qui ressort de cette confrontation, en fait, c'est que il y a une sorte de résurgence, de préoccupation des élites et des médias par rapport à la qualité de l'information en raison des transformations numériques de l'espace public, donc tout ce que vous a présenté David jusqu'à présent, qui montre comment le paysage informationnel, l'offre médiatique a été quand même profondément transformé par l'émergence des réseaux sociaux, le fait de l'élargissement
qui permettent de prendre la parole en public et aussi de publier soi-même des informations avec beaucoup de visibilité. Tout ça a suscité des inquiétudes qui ont, d'une certaine manière, justifié l'emploi d'un nouveau terme par rapport à ceux qui existaient déjà. Mais dans le même temps, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment un nouveau phénomène ou c'est pas plus un nouveau problème public qui est imposé? C'est bon. Malgré aussi tout un travail conceptuel qui a été fait par de nombreux chercheurs pour justement se prendre de la distance avec le mot fake news, en proposant plus de finesse, en distinguant par exemple la mésinformation de la désinformation selon les intentions qu'il peut y avoir derrière la production et la circulation d'une information. Il y a une question qui se pose quand on veut faire des recherches empiriques, c'est comment on définit en fait les fake news et comment on restreint des corpus. Et donc malgré en fait plein de distinctions conceptuelles, la majorité des chercheurs, notamment ceux qui reposent sur des méthodes quantitatives, ont recours à une définition très opérationnelle de la question, en reposant sur ce qui a été évalué comme faux par des journalistes spécialisés dans la vérification factuelle, ce qui est pratique, mais ce qui limite beaucoup le champ d'observation, puisque ça restreint la définition du faux à seulement un certain nombre d'acteurs. Et entre les mailles du filet, beaucoup d'informations ne sont pas du coup étudiées. Mais ce qui a au moins le mérite de permettre de confronter du coup les représentations qui sont issues des discours médiatiques et publics à la réalité empirique. Alors, en partant du coup de cette définition très opérationnelle du terme fake news, je vais vous présenter une série de résultats de la littérature académique, à la fois sur la prévalence des fake news dans l'écosystème informationnel numérique, leur audience, donc quelles proportions d'utilisateurs sont exposés à ces contenus, quelles proportions les partagent, et puis sur leurs effets et leur impact. Donc sur leur prévalence et l'audience, il y a 4 constats principaux qui ressortent. Le premier, c'est qu'une proportion non négligeable d'utilisateurs est régulièrement exposée à des informations qui sont qualifiées de fausses par des journalistes, des fact-checkers. Pour autant, c'est important de ne pas s'arrêter seulement à ce constat, mais de bien le mettre en perspective avec tous les autres contenus auxquels sont exposés ces utilisateurs. Et ce qui ressort, c'est que l'audience en fait, des médias mainstream reste beaucoup plus importante que celle des médias qui sont plus de contre-information ou qui sont plus marginaux ou qui ont émergé plus récemment. Ensuite, si on regarde la place qu'occupent les fausses informations dans l'ensemble du régime de consommation médiatique de ces utilisateurs, il ressort que c'est assez faible. Bien sûr, encore une fois, à cause de cette définition aussi limitée qu'emploient les chercheurs, mais tout de même, il ne faut pas oublier l'ensemble des pratiques qu'ont les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Alors, malheureusement, tous ces résultats ne sont pas si vieux, mais datent quand même de quelques années. Donc, c'est très probable qu'il y ait beaucoup de changements, notamment avec l'émergence des outils d'intelligence artificielle générative et des grands modèles de langage. Mais voilà, il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes ne consomment pas aussi d'informations. Il y a aussi un problème de ce qui a été qualifié de non-information par un chercheur qui s'appelle Julien Boyadjian. Et en fait, si on regarde ensuite les profils des utilisateurs qui sont le plus exposés et qui partagent le plus de fausses informations, ils ont des caractéristiques très spécifiques, notamment le fait d'être très politisés, d'avoir certaines positions politiques, alors aux États-Unis notamment à l'extrême droite, mais en France on retrouve aussi ces dynamiques, comme je vais vous présenter dans la suite à partir d'une enquête que j'ai pu faire. Donc voilà, grosso modo sur l'audience. En ce qui concerne la question des effets et de l'impact, c'est bon. En ce qui concerne la question des effets et de l'impact, donc on entend beaucoup, il y a un petit peu une vision simpliste
qui est réapparu dans les discours publics avec cette idée que l'exposition à un contenu, tout de suite, aurait des effets sur les opinions, sur les croyances, sur les attitudes et les comportements des individus, et parfois en relayant des études académiques, notamment expérimentales, qui vont dans ce sens. Mais il faut déjà se poser la question de ce qu'on entend en fait par effet, et souvent il y a une confusion entre différents degrés qui sont... c'est pas la même chose en fait de changer l'opinion de quelqu'un que de changer son comportement. Et il y a une étude, par exemple, qui a fait une revue de littérature sur toutes ces questions d'effets, en montrant qu'en fait, la majorité des études vont plutôt se concentrer sur les opinions et les croyances, mais parfois vont très vite généraliser en disant, tout de suite, ça a un effet sur le comportement des individus, mais en fait, on peut très bien être sceptique à l'égard des vaccins et quand même se faire vacciner, ou à l'inverse... être en faveur de telle personnalité politique, mais ne pas voter pour elle. Donc, il y a vraiment une distinction importante qui est à faire là-dedans, et de faire attention, du coup, dans ce qui est relayé dans les discours publics et médiatiques par rapport à cette question. Un autre enjeu, c'est celui de la méthodologie utilisée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de questions qui se posent, en fait, sur comment on mesure concrètement la croyance, l'opinion d'un individu. Déjà, comment on définit la croyance. Il y a des grosses limites, en fait, des enquêtes qui sont déclaratives, parce que les personnes qui rapportent leur comportement, parfois ça colle pas en fait à la réalité. Donc pour ça, c'est très intéressant de confronter des enquêtes qui reposent plutôt sur des méthodes par questionnaire déclaratives à des enquêtes qui reposent plutôt sur la collecte de données d'usage sur les réseaux sociaux. Un autre enjeu, c'est celui du recours à des méthodes expérimentales qui sont en fait très artificielles, qui ne reproduisent pas du tout le contexte réel de consommation d'informations. On expose les utilisateurs à 50% de contenu vrai et 50% de contenu faux, ce qui n'est pas du tout représentatif en fait, de l'écosystème informationnel dans lequel ils baignent. Et voilà, donc pour les limites. Donc si on tient compte de ces limites et qu'on regarde les enquêtes les plus rigoureuses sur cette question des effets, je vais aller assez rapidement, mais il y a une série d'enquêtes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aussi elles sortent un petit peu de cette seule question des fake news, de la factualité de l'information, en regardant plus largement les effets du fait d'être exposé de façon répétée à des informations, par exemple partisanes, via des chaînes comme Fox News aux États-Unis. Et du coup, qui montre que les effets sont relativement faibles, mais quand même ont certainement pu avoir un impact sur des élections pour lesquelles les résultats étaient très serrés. De même pour les études qui sont centrées sur les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de conclusion, il y a beaucoup de contradictions selon les études faites sur le sujet. Et puis plus récemment, il y a eu une série d'enquêtes sur les filtres exercés par les algorithmes des plateformes. Donc, comme l'a montré David, ça a bien un effet sur les contenus auxquels sont exposés les individus. Ça redessine en quelque sorte leur paysage informationnel, mais ça ne se traduit pas forcément par des effets sur les attitudes et sur les comportements de nouveau. Et puis, je veux juste mentionner une étude très récente qui a été faite, c'est intéressant, qui repose sur une méthodologie assez originale et qui a eu accès au nombre de vues des contenus sur les réseaux sociaux et qui montre comme ça qu'en fait, par exemple, sur la question de la vaccination, si on tient compte du nombre de vues, en fait, les utilisateurs sont beaucoup plus exposés à des contenus qui viennent de médias mainstream et qui parfois peuvent relayer des informations qui sont sceptiques à l'égard des vaccins, qui sont vraies mais juste sceptiques. Mais si on y est exposé de façon répétée, ça peut quand même produire une représentation déformée de la réalité. Et donc, il montre en fait que c'est plutôt l'exposition à des informations donc, venues de médias mainstream a eu un impact beaucoup plus important que celui de contenu faux. Donc, c'est un petit peu pareil pour faire un pas de côté par rapport à cette question de la seule factualité de l'information. Et enfin, alors, tout ça, ça rejoint en fait des décennies de recherche en sociologie des médias et de la communication sur les effets des médias. Et en fait, il y a une longue tradition qui a aussi invité à se décentrer de cette question des effets, de l'impact, et de se demander plutôt que de se demander qu'est-ce que font les médias aux individus, de se demander ce que font les individus des médias
en étudiant plus finement par des méthodes qualitatives les usages, la réception, l'interprétation, la réappropriation des contenus. Il y a 2 points principaux qui ressortent de cette littérature, notamment si on la met en regard du phénomène des informations. Le premier, c'est de ne pas réduire les processus de réception à la question des effets et de questionner plus largement les usages sociaux qui les entourent, parce qu'on peut très bien partager une information pour plein d'autres raisons que le fait d'y croire ou d'y adhérer. Et le deuxième, c'est de bien tenir compte des variables socio-culturelles et situationnelles. Pour brièvement, parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps déjà, en fait, bon, pour juste poser deux paradoxes un petit peu qui ressortent, on a un premier qui est que malgré en fait toutes les transformations structurelles de l'espace public et de l'écosystème informationnel, on peut se demander pourquoi la majorité des enquêtes empiriques font ressortir une faible prévalence de l'exposition, enfin plutôt du partage de fake news. Et le deuxième paradoxe, ça serait de se demander pourquoi, alors que les utilisateurs ne semblent pas si réceptifs à ces contenus, pourquoi on observe quand même tous ces troubles actuels, notamment une augmentation de la polarisation, etc. Alors, je ne vais pas avoir le temps, mais du coup, dans l'originalité de ma thèse, c'est vraiment de confronter des méthodes quantitatives et qualitatives. Et j'ai fait 2 enquêtes, donc une sur Twitter, une sur Facebook. La première, en fait, visait à étudier les profils des utilisateurs qui partagent ce qui est qualifié donc, de fake news par des fact-checkers sur les réseaux sociaux. Donc, on retrouve un petit peu les constats que je vous ai présentés sur le fait que c'est une minorité très politisée, majoritairement positionnée à l'extrême droite. Par rapport à la littérature américaine, ce qu'on montre, en fait, c'est que c'est surtout la défiance à l'égard des institutions qui est associée au partage de ce type de contenu. Et en fait, on les a comparés avec un échantillon de personnes qui n'ont pas relayé de fake news, mais ayant les mêmes positions idéologiques pour neutraliser cette question en fait, de la politique qui est très importante dans les dynamiques. Et par ailleurs, j'ai quand même encore 1 minute ou... D'accord. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Donc, mon autre enquête sur Facebook, c'était plutôt que d'interroger, comme la majorité des enquêtes l'ont fait, de se demander pourquoi les utilisateurs croient aux fake news. J'ai plutôt voulu voir quand est-ce que les utilisateurs sont en mesure de les critiquer et pour observer des phénomènes d'autorégulation sur ces espaces. Donc, du coup, je vais juste vous dire ma conclusion brièvement. Donc, ce qui ressort un petit peu à la fois cette revue de littérature et de ma thèse, c'est que malgré toutes les transformations qu'on observe, on peut voir la persistance de contraintes, de formes d'autorégulation et de contraintes collectives, ce qui permet de ne pas voir les réseaux sociaux comme un tout homogène, mais vraiment de tenir compte de la diversité des espaces qu'il peut y avoir et d'étudier assez finement selon ces communautés, les dynamiques en place pour cartographier les espaces où des troubles sont observés et des espaces en fait où on observe des formes de résistance et de maintien d'un débat de qualité et d'information de qualité. Et le deuxième point, c'était de montrer que malgré le fait que les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas comme ça complètement passifs à l'égard des informations qu'ils reçoivent, ça n'empêche pas en fait d'observer des troubles. Donc un premier, c'est que même si on n'a qu'une petite minorité d'utilisateurs qui partagent des fake news sur les réseaux sociaux, donc en l'occurrence Twitter, cette minorité est tellement active en ligne qu'elle accapare la prise de parole et invisibilise d'autres utilisateurs. Et le deuxième point, c'est que malgré les formes de compétences critiques que peuvent mettre en place des utilisateurs pour critiquer les fake news, ça ne produit souvent pas de véritables échanges constructifs, même si ce n'est pas forcément cet horizon qu'on doit avoir en tête pour la prise de parole sur les réseaux sociaux. Mais on observe souvent des mécanismes de dialogue de sourds et de spirale de silence, où encore une fois, une petite minorité d'utilisateurs accapare la prise de parole et produit comme ça une représentation déformée de l'opinion publique. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour cette brillante intervention. Moi, je vous invite à découvrir ce très beau travail. Cette thèse, elle est disponible. Il y a un certain nombre de publications, et notamment un travail auprès des jeunes dans des collèges et lycées que j'ai trouvé vraiment
passionnant. Donc, Francesca Misciani va prendre le relais et donc, pour aller à l'essentiel, parler de gouvernance de l'intranet et de gouvernance par les infrastructures. Elle va nous expliquer ce qu'elle entend par là. Merci beaucoup Mathieu. Et merci pour l'invitation à ces journées. J'ai pas de slide parce que c'était à l'origine une table ronde, donc voilà, il va falloir m'écouter seulement pendant une dizaine de minutes. Donc pendant ces 10 voire 12-15 minutes, je vais parler de ce que je vois comme les croisements entre technologie numérique et ces dynamiques de déconsolidation et reconsolidation démocratique. J'ai pris à bras-le-corps le thème choisi pour la table ronde en principe et fil rouge de ces journées aussi. Et ce sur quoi je vais me concentrer, c'est une perspective des sociologie des sciences et des techniques, ou Science and Technology Studies anglophone, donc avec un accent tout particulier sur des questions d'infrastructure technique, d'architecture technique, qui sont un peu mon pain quotidien dans mes recherches, voilà, c'est qui ont couvert plusieurs terrains dans les, on va dire, 15 dernières années, mais toujours avec ce fil rouge-là. Donc, le rôle des infrastructures techniques dans le façonnage, le co-façonnage de l'ordre social est bien sûr une question plutôt centrale, examinée par les STS depuis des décennies, hein, avec des terrains qui ont été tout autres que le numérique. Mais les études de gouvernance de l'Internet et du numérique se sont progressivement emparées de ces questions, de ces approches, de ces méthodes, les ayant trouvées plutôt utiles pour examiner un certain nombre de phénomènes qui se passent actuellement. Donc, et vers la fin de mon intervention, j'amènerai quelques exemples concrets pour illustrer voilà, ces propos. Tiré de mes recherches, mais ça va être plutôt rapide de nécessité. Donc, les technologies numériques, elles sont au centre d'un paradoxe dont on a peut-être d'abord perçu en priorité les aspects positifs et émancipateurs il y a voilà, quelques temps. Et probablement dans les 10-15 dernières années, on a examiné de plus en plus ce que Romain Badoir a pu appeler le désenchantement de ces technologies. C'est-à-dire, donc, c'est quoi ce paradoxe? C'est que ces technologies peuvent effectivement déconsolider les institutions démocratiques en amplifiant la polarisation, la désinformation, la surveillance, c'est la censure aussi. Voilà. On a peut-être déjà introduit avec les interventions de David et de Manon plus les deux premiers mots que les deux suivants. Mais voilà, ça vient un peu avec. Et tout en offrant simultanément un certain nombre de capacités de reconsolidation via de nouvelles formes de participation, de transparence ou de gouvernance. Donc, avec le prisme STS, on peut voir ces objets techniques, ces technologies comme des dispositifs qui contribuent à configurer des actions des publics et des institutions et souvent sont informés en retour. Donc, si on prend voilà, le premier mot-clé de déconsolidation, tout d'abord, d'un point de vue STS, les plateformes, les technologies, les infrastructures sont, voilà, outre être des espaces où circulent des opinions et des contenus, ce sont des infrastructures dotées d'un certain nombre d'architectures techniques spécifiques qui sont choisis et développés à certains moments par certains acteurs et donc contribuent à informer les usages des outils ainsi que leur gouvernance et les reconfigurations de pouvoir qui peuvent avoir lieu sur ces outils et par le biais de ces outils. Donc si on prend très rapidement quelques exemples, donc tout d'abord voilà, qui peuvent être utiles et probablement familiers à certains d'entre vous. Voilà. Et tout d'abord, il y a tout l'écosystème des algorithmes de recommandation sur les plateformes voilà, qui produisent une économie de l'attention fondée sur l'engagement des utilisateurs sur ces plateformes, ce qui tend à favoriser des contenus polarisants ou émotionnels, ce qui a été dit. Et donc l'architecture technique agit en langage statistique comme un actant à part entière. Elle contribue à sélectionner, à hiérarchiser, à ordonner des choses et à les montrer. Et un autre aspect à mettre en avant, c'est l'automatisation de la visibilité. La visibilité politique relève tout aussi bien d'un certain nombre de décisions éditoriales humaines que d'une infrastructure algorithmique, ce qui peut fragiliser les médiations traditionnelles et donc certaines formes de consolidation démocratique comme le journalisme, la structuration des partis, les autorités de vérification, etc.
Il y a un aspect à mettre en avant aussi de fragmentation de l'espace public, un lien très étroit avec le fait que l'espace technologique se fragmente à son tour. On observe la formation d'espaces publics par pièces détachées, pour ainsi dire, où l'exposition différentielle à certains contenus fragilise les références communes. Il y a des barrières qui sont à la fois techniques, économiques et juridiques qui contribuent à la fragmentation de l'Internet. Je permettrai rapidement de faire la pub d'un ouvrage qu'on a publié avec Clément Perrano, Julien Rossi et Lucien Castex l'année dernière, qui porte sur cette question de la fragmentation d'Internet, où on essaye de décortiquer ces différents niveaux de barrières et de frontières et de mise en silo qu'on peut observer dans l'Internet d'aujourd'hui. Enfin, il y a un aspect que Laura Denardis a déjà défini début des années 2010 comme celui de la privatisation de la gouvernance. C'est-à-dire ces infrastructures possèdent un pouvoir normatif important et à certains égards inédit ou partiellement inédit, qui relève de la modération, de l'amplification, du déréférencement parfois. Donc elles opèrent des formes de gouvernance privée de l'espace public qui est souvent doté d'un degré important d'opacité et aussi d'extraterritorialité qui complique un certain nombre de régulations plus traditionnelles. Si on veut passer de temps en temps à quelques trucs positifs encore quand même, donc il y a aussi un potentiel d'infrastructure de reconsolidation qui continue à être inscrit dans les technologies, dans certaines de ces technologies. Ça dépend de comment elles sont conçues, de comment elles sont régulées, de comment elles sont appropriées différemment par certains acteurs. Là, on peut peut-être introduire le mot de résistance. Donc il y a à la fois toutes les plateformes civiques qui permettent une participation élargie. Il y a sûrement ici des collègues qui s'intéressent au Civic Tech, au Forum délibératif numérique. Voilà, l'architecture technique peut être orientée vers la coopération plutôt que la compétition pour l'attention. Ça peut se passer aussi. Il y a des questions de transparence et de traçabilité. Donc le fait que l'infrastructure numérique peut en fait aussi contribuer à rendre visibles et non seulement plus opaques les processus de décision. Il y a des phénomènes comme l'open data, les registres distribués, l'auditabilité de certains algorithmes qui contribuent ou peuvent contribuer à restaurer la confiance institutionnelle. Il y a des formes de gouvernance démocratique de et par les infrastructures, avec certaines initiatives qui cherchent à rendre les plateformes elles-mêmes gouvernables par des communautés, donc les communs numériques, la fédération. Si j'ai le temps, je reviendrai un petit peu sur un cas d'étude actuel sur les architectures fédérées. On parle là du protocole ActivityPub que soutient des plateformes comme Mastodon, par exemple, des logiciels libres, des façons de modérer des contenus qui seraient plus transparents. Donc c'est un peu des tentatives d'inventer des formes de démocratie infrastructurelle. Et il y a bien sûr aussi la régulation plus classique par le droit et par la conception et la mise en œuvre du droit qui perdure. Donc, avec le Digital Services Act européen, par exemple, les législations plus ou moins naissantes sur l'intelligence artificielle, certaines dispositions d'instruments comme le règlement général sur la protection des données qui parle des règles de portabilité des données, par exemple, de façon plus aisée d'une plateforme à l'autre, qui donc marque un passage vers un modèle de régulation plus proactif qui servirait à contribuer à réconsolider l'espace public numérique. Donc il y a plusieurs perspectives, plusieurs apports clés, notions que les STS peuvent amener dans l'analyse de toutes ces questions-là pour comprendre ces dynamiques. Donc tout d'abord, il y a celle très fondamentale déjà présente dans des travaux tels que ceux de London Winner ou de Bruno Latour dans les années 80, qui disait « Artifacts have politics », la technique comme politique, les architectures sont des structures de pouvoir.
choisir une architecture centralisée ou fédérée ou complètement décentralisée a des conséquences importantes en termes de contrôle, de surveillance ou d'autonomie des utilisateurs. J'ai essayé de regarder ce que faisaient un certain nombre de projets qui cherchaient à passer, à créer des alternatives Internet, de services Internet décentralisés à l'époque où Facebook et Google étaient les acteurs très dominants. Et voilà, j'ai essayé de regarder un peu tout ça entre 2008 et 2012. Le fait que les infrastructures sont pour la plupart un arrière-plan, mais elles organisent les conditions de possibilité de l'action collective, ce qu'on peut dire à qui, comment, avec quelle visibilité. L'importance que Mathieu mentionnait dans son introduction de la matérialité, avec un STS, on tend à aller regarder comment on peut retracer des objets concrets, des câbles, des serveurs, des data centers, et des objets qui ne sont pas en soi physiques, mais qui structurent beaucoup. Par exemple, la suite de protocoles qui structure Internet comme réseau des réseaux. Si un réseau veut faire partie de l'Internet, il faut qu'il parle ces langages-là. Et donc, c'est des objets qui sont part intégrante et un peu implicite des débats démocratiques, parce qu'ils cristallisent un certain nombre d'enjeux qui sont géopolitiques, qui sont environnementaux et qui sont décisionnels, et qui sont assez majeurs. Et il y a enfin cette notion de script développée par Madeleine Acriche et puis collègues, où il y a cette idée que chaque dispositif inscrit une certaine vision d'un utilisateur en puissance, d'un citoyen, d'une communauté. Et donc voilà, ça rentre dans les discours sur le numérique. Une plateforme peut être pensée pour maximiser un clic ou pour structurer une délibération de façon particulière. Donc, il est vraiment... nous sommes dans une phase où on reconnaît pleinement, je pense désormais, que la stabilité démocratique dépend autant des institutions politiques visibles que des infrastructures numériques qui... pour des utilisateurs du premier monde, je peux nuancer dans la discussion après, sont encore quand même très largement invisibles. Et les débats actuels et assez récents sur l'IA générative ou sur la souveraineté numérique, qui m'occupe particulièrement à l'heure actuelle, la modération, la sécurité des protocoles sont tout autant des débats sur comment on constitue d'un point de vue sociotechnique la démocratie. Et est-ce que j'ai le temps pour présenter un cas d'étude sur... Ok, voilà, très bien. Alors, je pense que je vais choisir la Russie, à la fois parce que David en a un peu parlé, j'en ai 7 en fait, après si vous voulez, on peut y revenir dans la discussion. Mais alors, je choisis la Russie pour 2 raisons. La première, c'est que justement, on en a déjà parlé, et ce que je vais dire se rajoute un petit peu à la dimension de manipulation de l'info dont a parlé David, et aussi parce qu'on vient de sortir avec l'équipe du projet Resistic un livre qui est vraiment le récapitulatif de nos 5 ans d'enquête sur la Russie et la gouvernance d'Internet et la mise en place d'un autoritarisme numérique en Russie. C'était sorti en français en 2023, c'est sorti il y a 3 semaines en anglais. Et donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans cet espace numérique russe? C'est qu'après une longue période de dérégulation et relatif laisser-faire, contrairement à ce qui s'est passé par exemple dans l'espace numérique chinois, il y a eu un tournant au début des années 2010 et un renforcement progressif du contrôle sur l'espace numérique et par le biais de l'espace numérique. Donc ça s'exerce avant tout à travers des acteurs qui maintiennent et qui font fonctionner les infrastructures d'Internet et qui donc proposent notamment des solutions de connectivité aux utilisateurs. Donc on parle là d'opérateurs de télécommunications, de fournisseurs d'accès Internet, d'hébergeurs de sites web, de moteurs de recherche, plateformes de réseaux sociaux, développeurs et techniciens, etc. Et donc ces acteurs, actuellement, depuis une bonne dizaine d'années dans l'espace numérique russe, se voient imposer sans cesse de nouvelles contraintes juridiques et techniques. Et par exemple, s'agissant de la censure, ils sont devenus des intermédiaires pour l'implémentation de la politique qui a été voulue par les autorités, qui les tient aussi pour responsables ou partiellement responsables en cas d'infraction. Donc c'est bien sûr cette question qui est la responsabilité des intermédiaires n'est pas propre à la Russie, mais à différence d'autres pays, elle est soutenue en Russie par un contexte juridique qui est très mouvant et qui donc peut être aisément instrumentalisé, qui laisse peu de place au contre-pouvoir, notamment le contre-juridique. Donc
alors, les utilisateurs eux-mêmes peuvent être aussi assez aisément et directement incriminés en vertu d'un certain nombre de lois. Et donc, pour mieux encadrer les services Internet en Russie au cours des dernières années, les autorités russes se sont vraiment activement orientées vers une autonomisation et une souverainisation du RUNET. Et ces lois ont pour cible les infrastructures, mais sont aussi implémentées via les infrastructures. Donc voilà, je pourrais revenir sur ce que sont ces lois plus particulièrement et de comment elles impactent les infrastructures. Pour le moment, je m'arrête et voilà. Merci beaucoup, Francesca. Merci beaucoup. Bien. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner la parole. C'est-à-dire que je ne doute pas que ces différents éclairages aient suscité en vous des besoins d'information ou peut-être de contre-argumentation. Et on peut aussi se pencher sur les questions de résistance. Je vous en prie, allez-y, quand vous aurez le micro. Bonjour et merci pour ces interventions. Jacques Noël, donc je suis un consultant en accompagnement des territoires dans leur transformation écologique et donc je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est gouvernance et prise de décision collective. Je voulais juste avoir une précision sur deux facteurs que vous avez soulevés concernant l'influence des plateformes numériques. Le premier, c'est le changement d'algorithme que vous avez mentionné. Et je voulais savoir simplement si, quelque part, il y a eu une intention de favoriser des commentaires négatifs. Je crois que ce que vous avez dit, ce que j'ai entendu, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu une volonté de privilégier l'engagement. Les posts, les contenus, donc, qui suscitent l'engagement, quel qu'il soit. Il n'était pas prévu, il n'était pas prévisible peut-être que les utilisateurs adoptent massivement une position qui est de privilégier les commentaires négatifs. On aurait pu penser que les commentaires positifs auraient pu aussi susciter cet engagement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le fait de l'hyperactivité des spoilers, des trollers et autres activistes, donc, que vous avez décrit comme étant réac, âgé, etc. etc. Je voulais connaître la balance, ou en tout cas le poids de ces deux facteurs dans le phénomène de silotage. Et en mettant peut-être en perspective un biais qu'on partage tous, c'est le biais de confirmation, qui va peut-être dans un sens plus que dans l'autre, pour nous conforter dans nos opinions. Donc voilà, je voulais avoir un point de vue qui éclaire un petit peu ces questions que je me pose. Merci. Alors, je laisserai Manon répondre sur la question de l'activité. Je vais vous répondre sur la question de l'algorithme. A priori, on ne peut pas... il n'y a pas d'intention à l'époque explicitement de créer un écosystème plus hostile. Par contre, on peut montrer que dès que vous cherchez à maximiser l'engagement, automatiquement, mécaniquement, vous favorisez les contenus toxiques, notamment parce que individuellement, on a ce qu'on appelle un biais de négativité, c'est-à-dire que, et ça ne dépend pas du numérique, mais c'est que toute chose égale par ailleurs, quand vous avez plusieurs informations, vous allez choisir d'en savoir plus là où vous percevez un danger ou une menace. Et sauf que quand vous avez des infrastructures qui cherchent à déjà détecter vos clics, c'est-à-dire que souvent les messages ils sont montrés à moitié, il faut cliquer dessus pour en savoir plus, et qu'elles apprennent de ces clics-là, automatiquement, en fait, dès qu'il y a un petit biais au niveau individuel, ça va amplifier ce biais, et au niveau de l'ensemble de la plateforme, ça va l'amplifier. Donc ça, c'est une des raisons. Il y a aussi d'autres biais, comme le biais de configuration que vous avez mentionné, qui ont d'autres effets, mais en tout cas, on n'est pas obligé, en tout cas, de dire qu'il y a une mauvaise intention pour dire que le choix qui a été fait entraîne mécaniquement une augmentation de l'hostilité. Par contre,
il y a d'autres acteurs qui le font explicitement. Par exemple, Elon Musk récemment, vous vous souvenez de l'épisode avec Mecha Hitler, donc Grok qui commence à faire la propagande nazie. C'est parce qu'en fait, il avait mis dans le pré-prompt soit politiquement incorrect. Donc en fait, il y a maintenant aussi des acteurs qui, par ailleurs, essayent aussi de un petit peu mettre un peu de friction dans les échanges. Et effectivement, quand vous possédez les plateformes et que vous avez cette envie-là, vous réussissez tout de suite. Et là, c'est encore une autre histoire. Peut-être pour répondre aussi, même si je suis moins experte que David, sur la question des algorithmes, mais ça permet aussi de faire le lien avec la seconde partie de la table ronde qui est un peu réduite, plus sur les solutions, enfin pour rester optimiste. Donc il y a, c'est pour mentionner en fait des expérimentations qui sont faites, donc qui ne sont pas encore implémentées dans les plateformes, mais avec des idées d'avoir des algorithmes qui favorisent plutôt les commentaires justement, pas forcément positifs au sens qui serait juste joyeux, mais qui vont faciliter l'échange. Donc il y a des tentatives qui ont été faites par Jigsaw, Perspective API de Google, qui est de reclasser les commentaires en fonction de leur degré à être constructif. Alors bien sûr, ça pose plein de questions derrière. C'est qui décide de cette façon de mesurer, etc. Et c'est aussi ce qui est implémenté dans les community notes de Twitter. Alors, ça a peut-être changé de nom maintenant, mais c'est de hiérarchiser différemment l'information en prenant en compte les commentaires qui vont permettre de rassembler des personnes ayant des points de vue différents. Ça s'appelle des opérations de bridging based ranking. Et pour faire le pont, peut-être, on a ces questions d'architecture et de choix techniques derrière lesquels, même s'il n'y a pas toujours d'intention malveillante ou bienveillante, il y a en tout cas des horizons normatifs, même si c'est parfois implicite et pas voulu. Mais pour aussi ne pas oublier les utilisateurs qu'il y a et leur capacité parfois à contourner ces dispositifs. Je voulais mentionner une initiative qui existe qui s'appelle « Je suis là ». Je crois que ça vient des Pays-Bas, je serais incapable de vous dire le nom initial du coup, où en fait une communauté pour lutter contre les discours de haine écrivait des commentaires sous des contenus où il y avait des discussions avec beaucoup de discours de haine, et avait cette idée en fait ils utilisaient un hashtag qui disait « Je suis là » pour aussi s'adresser aux utilisateurs qui sont silencieux, qui sont les plus nombreux en fait, parce que la majorité des utilisateurs sur les réseaux sociaux n'osent pas prendre la parole ou sont plutôt passifs. Et avec cette idée du coup de solliciter des likes de la part des membres de cette communauté pour remonter en fait dans le classement où Facebook à l'époque montrait seulement les contenus, les commentaires dits les plus pertinents, et notamment ceux qui suscitaient le plus d'engagement. Et donc les utilisateurs se sont un petit peu appropriés cette façon de classer les commentaires en cherchant du coup à faire remonter dans le fil de la discussion les commentaires qui visent à lutter contre le discours de haine. Et je ne sais pas la deuxième question, mais peut-être que Francesca a des éléments pour répondre. Je voulais juste amener un mini complément à ça en réintroduisant la question d'architecture fédérée, parce que voilà, le principe de la modération dans ces dispositifs fédérés là, veut aider aussi à mitiger un petit peu et à faire voilà, ce que vient de décrire Manon, notamment en visibilisant l'ensemble de la communauté et non pas seulement voilà, ceux qui prennent toujours la parole en premier, et aussi en proposant des solutions des différentes instances de ces dispositifs fédérés qui sont explicitement, qui ont une charte de bonnes pratiques, voilà, que du coup les utilisateurs peuvent joindre délibérément. Voilà. Merci, je vous en prie, allez-y. Merci, je suis David Cana, je suis membre de Victoire Populaire et j'accompagne des candidates et candidats de gauche pour essayer de gagner des élections. Dans la suite de cette initiative Je suis là, je me demandais si vous connaissez des hacks de négativité, c'est-à-dire avoir tous les critères qui sont pris en compte par les algorithmes pour paraître
négatif, agressif, polémique, mais en fait, faire ça dans le vide ou déporter ça pour masquer en fait des messages qui ne sont pas négatifs ou agressifs, mais qui passent quand même. Alors il y a les likes, c'est facile, mais c'est plus sur les pas likes justement, sur tout ce qui est ce contenu va faire du buzz, va être négatif, va polariser. Et est-ce qu'on peut faire semblant de polariser? Voilà, je ne sais pas si. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les algorithmes de machine learning, en gros, les algorithmes qui font cette diffusion-là, n'évaluent pas spécifiquement un contenu, à savoir s'il est positif et négatif, et en fonction de ça, faire la prévision. Enfin, la plupart des algorithmes sont fermés, donc on ne peut pas le dire avec certitude, mais a priori, de ce qui a été publié ou ce qui a fuité, c'est vraiment à partir des interactions. Donc en fait, si vous voulez hacker le système, il faut créer des contenus qui vont générer de l'interaction, mais pas sous forme de choses hostiles. Donc, par exemple, une des techniques, c'est on le voit parfois. Parfois, vous lisez un article, le titre n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que vous avez l'impression de vous être fait avoir. Mais si vous savez que juste les 2-3 premières lignes vont apparaître avant le clic, à ce moment-là, vous pouvez essayer de créer 2-3 premières lignes qui vont être soit engageantes, soit même parfois incomplètes, du genre vous ne savez pas, mais là vous allez être menacé par, et puis en fait vous cliquez dedans, et puis après c'est tout autre chose. Donc il y a des petites techniques comme ça, mais ça, je pense, ça reste assez exploratoire. Enfin, le truc est un petit peu taillé naturellement pour les contenus qui génèrent de l'interaction. Donc, un autre truc aussi auquel je pense, par exemple, c'est que si vous regardez l'algorithmique de Twitter tel qu'il avait été publié en 2023, donc ils mettent des poids sur les différentes caractéristiques d'un message qui vont faire qu'il va remonter. Donc par exemple, si le message, on pense qu'il va être retweeté, le poids, il rajoute un score de 1, et après ils additionnent tous les points, et puis ça donne le score global. Donc il y a le plus gros score, c'est si vous lisez un message, que vous répondez, et que la personne qui a écrit le message vous répond. Donc ça, typiquement, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que ça favorise les échanges croisés. Mais si je vous insulte, que vous m'insultez en retour et que je vous réinsulte, là, ça régénère du truc. Donc, essayer de provoquer des trucs comme ça croisés, ça peut aussi faire remonter certains messages sur certaines plateformes. Donc, c'est important de pouvoir réagir à la réaction que vous avez vous-même suscitée parce que la plateforme, elle, pense que c'est une discussion. Donc, il y a des petits réflexes comme ça de suivi qui permettent de booster les messages. Oui, bonjour, Frédéric Gontier, donc comme l'a dit Mathieu de Sciences Po Grenoble. Merci pour ces 3 présentations. J'ai 2 petites questions ou 2 points de curiosité, essentiellement pour les 2 premiers intervenants. Le premier, la première curiosité, c'est de savoir comment vous intégrez dans vos recherches le fait que les individus sont exposés à des contenus informationnels potentiellement contradictoires, potentiellement dissonants, du simple fait qu'ils sont membres de cercles de sociabilité, politiques, professionnels, amicaux, sportifs, etc., qui véhiculent des informations qui ne sont pas forcément très bien alignées. Donc les bulles sociales et les bulles algorithmiques ne sont pas toujours congruentes, ce qui peut entraîner des effets de renforcement des messages ou des effets de neutralisation des messages. Du coup, comment est-ce que vous, dans vos travaux, vous prenez au sérieux les acquis, pour le dire de manière théorique, de la multiple step flow theory? Comment vous intégrez ça? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, plus en mode prospective transatlantique. Il me semble qu'aujourd'hui, la pointe de la communication politique aux États-Unis, c'est d'arriver à utiliser les outils d'IA pour faire du micro-ciblage et pour adresser des contenus extrêmement personnalisés qui jouent sur les émotions. Très concrètement, je sais pas, vous êtes latino à Chicago, vous avez posté contre les milices ICE trumpistes et en même temps votre chat est tombé malade, vous avez fait une requête sur les réseaux sociaux pour trouver un vétérinaire, et l'algorithme va vous envoyer une photo de miliciens ICE qui cajolent des chatons pour produire un effet de trouble, d'ambivalence, de dissonance cognitive, etc. etc. Et alors, pas vous demander de faire de la prospective, mais plutôt vous demander en termes de circulation des méthodes et de circulation des techniques algorithmiques, est-ce que ce genre de choses voyage ?
comment est-ce que ça voyage, comment est-ce que c'est réacclimaté et est-ce qu'une audience française est prête à absorber ce type de contenu informationnel? Oui, je peux surtout répondre pour la première question. Merci, ça me permet d'ailleurs de développer toutes les slides que j'ai pas eu le temps de passer. Donc très bonne question. Donc c'est vrai que en fait c'est important de tenir compte de cette distinction. Pour ça, parce qu'en fait beaucoup d'études sur ces questions de bulles de filtre ou chambre d'écho déjà ne font pas de distinction entre ces concepts et parfois sont que sur une plateforme, en oubliant que dans d'autres espaces de communication, que ce soit sur d'autres réseaux sociaux, mais aussi hors ligne, les utilisateurs sont exposés à plein d'autres contenus. Alors moi, malheureusement, dans ma thèse, je n'ai pas pu vraiment mener d'études multiplateformes, en tout cas à partir des mêmes objets. En revanche, pour prendre en compte cette question et ne pas réduire les utilisateurs au seul fait des traces numériques qu'ils ont laissées sur une seule plateforme, en l'occurrence en plus Twitter, qui n'est pas du tout représentatif du public en général. Ma solution, c'était d'avoir recours à des approches multiméthodes et donc d'essayer de reconnecter les traces numériques des utilisateurs à leurs pratiques hors ligne en faisant des entretiens. Et aussi par des approches d'ethnographie en ligne qui permettent aussi d'accéder un petit peu, de sortir des seules traces numériques sur une plateforme. Et alors, c'était pas tellement pour étudier la question de l'exposition aux informations, mais plus la variation qui peut y avoir dans le partage d'informations et les registres d'énonciation. Et une chose qui ressortait, notamment, c'était en étudiant les utilisateurs donc, qui partagent des fake news sur Twitter. Si on s'intéresse à leur position dans l'espace social et aux cercles de sociabilité dans lesquels ils sont inscrits, aux cercles professionnels, et on voit comment, même si sur Twitter, où ils peuvent être sous pseudonyme, où ils n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés, ils ont un registre d'énonciation qui peut être très polémique, voire haineux. Si on regarde dans d'autres espaces de communication, peut-être d'ailleurs qu'il y en a un parmi vous dans la salle, il ne va pas se mettre à porter tel ou tel discours. Et donc c'était pour étudier ce que j'ai appelé des formes de prudence énonciative selon justement l'intégration dans l'espace social et notamment politique en l'occurrence. Voilà pour la première question. Oui, alors, en fait, effectivement, on n'en a pas tellement parlé, mais tout ce qui est intelligence artificielle, c'est une des nouvelles frontières de manipulation d'informations et impact sur l'opinion. Ça prolonge et ça se rajoute à ce qui se passe avec les algorithmes. Vous l'avez aussi bien mentionné, c'est que l'enjeu, c'est souvent, c'est la manipulation émotionnelle, plus que la manipulation rationnelle. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de fake news, effectivement, les fake news, c'est un tout petit bout, c'est infime en termes de volume. Le gros, y compris dans l'algorithmique, c'est les contenus qui n'ont pas forcément de valence vrai-faux, mais auxquels vous êtes exposé. À force de répétition, en fait, vous allez vous mettre à douter, vous allez vous mettre à vous être découragé. Alors, la différence avec l'IA, c'est que donc les algorithmes apprennent sur vous et peuvent vous servir des contenus en fonction. L'IA, en fait, elle peut dialoguer directement avec vous. Alors ça, on est vraiment dans une logique de persuasion, et là ça devient encore plus sophistiqué. Je ne pense pas qu'on soit prêt pour affronter ce genre de choses. C'est déjà utilisé aux États-Unis, mais c'est déjà utilisé en France. Il y a déjà des IA qui font des commentaires sous des posts sur les réseaux sociaux, notamment par exemple des IA qui font de la veille sur les posts des médias, genre Le Parisien, Le Monde, pour cadrer une information dès qu'elle sort. Donc vous avez une information, je sais pas, sur la Russie, et puis on va dire oui, mais en fait, si on revient de manière historique, c'est plutôt l'OTAN qui a provoqué. Donc en fait, l'idée, c'est de cadrer la réception d'une information. Donc oui, ça, on pourra en parler des heures. C'est un gros sujet, et c'est effectivement une des nouvelles frontières de ce genre de problème sur manipulation d'opinion. Et juste pour ajouter que tout ça se croise de plus en plus aussi avec des questions de cybersécurité et sécurité informatique, c'est-à-dire que ces techniques-là de manipulation, avec via l'IA, les deepfakes, etc., ils sont de plus en plus aussi utilisés pour, à des fins très explicites, pas seulement d'influencer vos opinions, mais carrément de vous soustraire des données. Donc la frontière entre tout ça est probablement en train de devenir de plus en plus ténue aussi et dangereuse.
Question. Oui, Florian Charvolin, moi je suis sociologue de l'environnement, donc j'aimerais poser une question un peu décalée, peut-être plus pour Francesca, mais c'est les rapports entre l'arrivée d'Internet et la dataïfication de la gouvernance, c'est-à-dire l'utilisation de plus en plus fréquente de données quantifiées qui ne sont pas forcément liées à une production institutionnelle, mais qui peuvent être liées à une fédération de réseaux d'acteurs qui produisent de la donnée quantifiée grâce à Internet et grâce à la mise en réseau. Et par rapport à ça, je me disais, il y a des gens qui ont travaillé dans les années 2010 sur ce qu'ils appelaient l'evidence-based militantisme, pour parler des formes de résistance, c'est-à-dire façon de résister en produisant de la donnée quantifiée et en la diffusant, qui a un impact sur la manière de faire des politiques publiques, en tout cas en matière environnementale. Donc comment cet evidence-based militantisme qui était défini dans les années 2010, va peut-être être changé plus récemment. Je pense à des travaux qui ont été menés récemment en matière de pollution de l'air, par exemple, en disant, en gros, on a assez de données dans le monde pour créer du militantisme, de la résistance, avec déjà quelque chose qui existe, plutôt qu'essayer de refaire du contenu en supplémentaire. Et quelque part, il y a on est suffisamment saturé en données pour pouvoir militer de manière constructive et résister à ce que vous avez très bien décrit par ailleurs. Donc je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de cette nouvelle façon de faire, à mon avis, enfin voilà, en tout cas une question, à partir d'un débouché qui correspondrait à une saturation de données quantifiées grâce à Internet. Merci. Alors oui, je vais peut-être commencer et puis il y aura sans doute de quoi rajouter. Je pense notamment à deux aspects. Donc le premier, c'est une des déclinaisons actuellement de ce qu'on met sous l'étiquette un peu voilà que tout le monde tiraille de toutes parts de souveraineté numérique, qui concerne plus particulièrement la souveraineté des données. Et donc en fait, ça c'est une façon de comprendre la souveraineté qui est pas forcément reliée aux prérogatives, à la souveraineté comme prérogative régalienne de l'État, mais c'est vraiment une souveraineté de communautés particulières qui devient aussi une forme de résistance en quelque sorte, parce que voilà, c'est notamment invoqué par les communautés indigènes, je pense au Canada, en Australie, par exemple, il y a deux ensembles de littérature qui commencent à être assez nourris sur comment cette question-là est traitée dans ces deux pays. Et là, c'est vraiment, c'est une manière de considérer les données comme quelque chose qui peuvent contribuer à l'empowerment, à l'incapacitation de ces communautés à faire en sorte qu'il y a une mémoire, un patrimoine aussi qui est prolongé et qui se tient aussi grâce aux pratiques liées aux données. Donc ça, je pense que c'est déjà une première fois. Et puis, et sur ce deuxième aspect, il y a un chapitre par Françoise Dossé dans le livre sur la Russie auquel je faisais référence. C'est les pratiques de data journalism. Donc voilà, le journalisme de données. C'est un peu ce que vous décrivez, c'est-à-dire le fait de mettre à disposition de façon structurée et rediffusable, mobilisables des ensembles de données et grâce aux données pour faire en sorte que les dynamiques d'autoritarisme et de censure, etc., soient contrées grâce à ces pratiques de données. Et donc, je pense que les journalistes qui font du data journalism dans des contextes comme la Russie d'aujourd'hui sont aussi des militants evidence-based, parce que ça a vraiment beaucoup à voir avec ce qu'ils cherchent à faire. Et je pense que peut-être il y a des... Merci. Est-ce que vous souhaitez... Peut-être qu'on va, compte tenu de l'heure, peut-être clore provisoirement cette conversation. Alors, provisoirement, pourquoi ? Parce que vous allez retrouver les intervenants dans les couloirs et peut-être en mangeant. Donc, vous
continuer ces discussions, et puis vous allez les retrouver à travers leurs travaux surtout. Et puis par ailleurs, dans les séances qui viennent, et les sessions qui viennent, une partie de ces sujets vont être repris sous des angles différents. Et je vous invite aussi à garder un œil oblique sur les programmations de l'axe 6. J'avais oublié tout à l'heure de mentionner une très belle séance qu'on a eue avec Félix Träger sur l'évolution des technologies policières et qui est quand même assez frontalement dans notre sujet. Voilà, je remercie encore et je félicite encore nos différents intervenants. Merci.